Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de La Relève au micro, le balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Aujourd'hui, on va parler de questionner le statu quo dans des grandes organisations. Comme vous le savez, pour la relève d'affaires, c'est très important de remettre en question les enjeux socio-écologiques qu'on a tant dans le monde des affaires qu'en société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a deux invités d'exception avec nous. On a Gabrielle Lagarde Lechasseur, qui est avocate et gestionnaire de la pratique professionnelle chez Cain Lamarre. Salut Gabrielle. Bonjour. On a aussi Christophe Hora, qui est conseiller principal, affaires gouvernementales et stratégie de décarbonation chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada. Merci et salut Christophe. Bonjour Gabrielle. Donc pour commencer, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de background sur votre parcours professionnel? Gabrielle, qu'est-ce que ça veut dire gestionnaire de la pratique professionnelle? En fait, moi, je suis avocate de formation. Je joue un rôle de gestionnaire dans le développement professionnel des juristes là, depuis plusieurs années. Puis, je suis gestionnaire de l'équipe de la pratique professionnelle chez Cain Lamarre pour les 15 places d'affaires du cabinet. Là. Donc, Cain Lamarre, c'est vraiment le cabinet au Québec le mieux implanté. Puis, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'accompagnement des avocats, notaires. On inclut aussi les étudiants et stagiaires en droit pour leur développement professionnel. Là. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait. C'est d'ailleurs de là qu'on se connaît dans une ancienne vie, nous deux, de la course au stage. Ouais, donc, très contente de te avoir avec nous aujourd'hui. Christophe? Oui. Parle-nous de toi. Ça fait quand même quelques temps que tu es chez ArcelorMittal. Oui, en fait, ça fait 3 ans en janvier que je travaille chez ArcelorMittal, donc qui est un grand producteur, en fait, de fer et d'acier à travers le monde. Mais ce qui est curieux, c'est que je viens vraiment pas de ce milieu-là, en fait. J'ai commencé ma carrière en développement international au gouvernement du Canada, avant de passer 5 ans dans une firme d'affaires publiques et de stratégie, mais spécialisée en transition écologique et sociale. Donc, je travaillais avec des groupes environnementaux, des entreprises clean tech, et c'est vraiment après un certain temps que j'ai senti un peu le besoin de transposer ce que j'avais appris au sein, en fait, d'une grande industrie pour avoir participer au changement de l'intérieur vraiment, et sentir que je peux avoir un impact aussi concret, en fait, à travers une industrie. Être vecteur du changement pour toi, c'est vraiment inné en toi, là. Tu dirais que ça fait partie de ta carrière de A à Z? Bien, c'est toujours quelque chose qui m'a motivé, en fait. C'est que je cherche beaucoup dans mes emplois, plus que juste des avantages pour moi personnellement, un sens à ce que je fais. Et la transformation sociale, écologique, c'est un vecteur de sens, je trouve, fantastique. On a l'impression, en fait, que on sert à quelque chose, en fait, pour notre entourage. Puis c'est vraiment ça que je recherche, en gros, un sens à ce que je fais au-delà de ma personne, en fait. Mm-hmm. Gabrielle, je pense qu'on voit la même chose chez toi, là, dans ta pratique, là, puis aussi le côté humain que tu apportes à... Absolument. Ben en fait, moi, je te dirais, c'est une conjugaison de ce que Christophe a dit, mais c'est vraiment un élément de... l'humain est au cœur des organisations, en fait. Puis je pense que, pour moi, c'est de dire comment je peux accompagner quelqu'un, puis quand tu le maries aux stratégies d'affaires, puis que c'est un peu un win-win dans le fond, c'est ce qui fait en sorte que l'impact, la contribution est plus grande. Puis je pense que l'élément d'impact, ben, il peut être très fort quand on le conjugue à plein d'éléments. Puis effectivement, dans l'industrie juridique, d'ailleurs, c'est en pleine transformation, c'est rendu essentiel d'avoir des juristes comme moi en carrière alternative qui accompagnent, qui sont là pour les juristes dans leur quotidien. Puis c'est vraiment ça qui me porte très passionnément à cœur là, dans la profession. Parce que des fois, le changement est d'avoir une carrière qui est quand même très corpo. Pour certaines personnes, c'est une dichotomie qui est difficilement réconciliable. Comment est-ce que toi, par exemple, Gabrielle, tu vis ça au quotidien? Ben, en fait, je pense que qu'est-ce qu'il faut se rappeler de ce qu'est un ou une entrepreneur, c'est quelqu'un c'est pas un intérêt personnel qu'il porte ou qu'elle porte, c'est vraiment un intérêt d'organisation. Donc, je pense qu'au contraire, le milieu plus corporatif gagne vraiment à avoir des entrepreneurs dans les organisations parce que c'est des gens qui sont excessivement motivés, engagés à faire une différence, mais encore une fois, pas par intérêt personnel, pour un intérêt collectif, pour les autres, pour l'organisation. Fait que je pense que c'est tout le temps important de voir, puis quand on a la chance de travailler avec des entrepreneurs dans notre quotidien ou des personnes qui veulent le devenir, de dire, ben c'est quoi le besoin qu'ils répondent? À quel besoin répondent-ils réellement? Puis quand c'est un besoin, justement, quand on comprend très bien le besoin, ben je pense que ça se fait un peu naturellement d'embarquer, en fait. Puis je pense que c'est essentiel d'avoir ces esprits-là d'initiative, créativité dans des grandes organisations. Mm-hmm. Vas-y. Non, mais ça me permet de rebondir un peu sur ce que Gabrielle dit. En fait, c'est tellement vrai. Je veux dire, par rapport
à l'intérêt personnel. Je dis, si on cherchait juste notre intérêt personnel, on ferait quelque chose de bien plus facile qu'essayer de changer une organisation, de changer ses structures. Ça demande quand même beaucoup d'efforts et de temps. Et c'est vrai qu'une organisation peut en bénéficier grandement parce que ça amène, en fait, l'entreprise à voir les choses différemment, à aller plus loin de ce qu'elle est. Puis une organisation doit toujours évoluer pour rester pertinente. Donc, un entrepreneur, en fait, ça peut vraiment être une force quand on sait travailler, quand on crée, en fait, l'espace nécessaire au développement de l'entrepreneuriat. Absolument. Il y a des besoins de transformation, mais en fait, Gabriel, tantôt, tu parlais de transformation. Le milieu juridique a beaucoup de transformations nécessaires en ce moment. Comment est-ce que tu vois les opportunités, puis quelles sont les natures des transformations en ce moment auxquelles ton milieu fait face? Bien, en fait, je pense que pour voir les opportunités, je pense qu'il faut être très proche du terrain. Moi, j'y crois beaucoup d'être proche des gens, d'être proche de la réalité. Je pense que des fois, dans un cadre, quand on veut mettre un projet, n'importe quel projet, on pense de dire, OK, politiquement, comment on le met en place? On pense, des fois, puis c'est très rapidement, des fois. Mais je pense que c'est essentiel de revenir à la base, de revenir vraiment à la fondation, d'être proche des gens, de parler de leurs besoins, de discuter avec eux. Puis c'est comme ça, après, que ça se transforme. Puis c'est là que les idées viennent. Tu sais, les idées proviennent aussi de dire, comment on peut répondre à ça. Puis je pense que c'est comme ça. Moi, je pense que c'est vraiment à la source des gens, de l'organisation, que c'est là que ça va vraiment fleurir pour la suite des choses, là. Est-ce que tu aurais un exemple d'un projet ou d'un défi auquel tu as fait face ou un de tes collègues, une de tes collègues a dû vraiment sortir peut-être des sentiers battus puis que tu as accompagné cette personne-là? Est-ce que ton défi d'impact, par exemple, de quoi est-ce que... En fait, je pense que le milieu juridique, dans son ensemble, est vraiment en transformation puis évolue très rapidement présentement, que ça soit par des éléments de l'intelligence artificielle, de la gestion du savoir et aussi beaucoup de l'accompagnement puis de développement professionnel parce que c'est un réel besoin de nos juristes et de la relève juridique d'être vraiment accompagnés concrètement dans leur quotidien. Puis, je pense qu'il y a un élément là, qu'on est particulièrement très fiers d'avoir mis en place, c'est par exemple le programme de maître de stage chez Ken Lamar. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a beaucoup de programmes de stage sur lesquels on mise dans le milieu juridique depuis de nombreuses années. Par contre, de venir vraiment outiller les maîtres de stage dans leur rôle auprès des stagiaires, ça, c'est vraiment quelque chose à venir travailler, à venir réfléchir, puis d'être très créatif par rapport à ça. Puis, chez Ken Lamar, on a mis en place le premier programme de maîtres de stage pour les accompagner dans leur volet de gestion, parce que quand on est maître de stage, on est gestionnaire d'une personne, dans le fond, puis dans des meilleurs mentors. Exactement. Oui. Ben c'est ça, c'est vraiment un rôle effectivement, de mentor, mais dans la structure juridique, le maître de stage est essentiel pour le stagiaire pour devenir avocat dans le milieu juridique. C'est un passage qui fait partie du cursus. Un passage obligé. Oui. donc, c'est essentiel. Puis on le sait tous, d'avoir un bon mentor, d'avoir un bon maître de stage, ben ça fait en sorte qu'on aime notre travail, ça fait en sorte qu'on est mobilisé. Si on parlait de sens de travail aussi, c'est là aussi que ça prend, c'est super important. Puis on a mis en place un programme très innovant et créateur pour nos juristes. Puis ce qui est super intéressant aussi, c'est que chez Ken Lamar, les juristes, c'est des avocats de 5 ans d'expérience et plus parce que c'est ce que le barreau du Québec demande. Donc, c'est le prérequis, en fait, pour être maître de stage. Donc, on a vraiment sollicité des gens qui avaient un intérêt réel à la relève, donc qui veulent s'investir à la relève, qui veulent partager leur savoir, leurs compétences, puis on l'a mis en place pour l'ensemble des 15 places d'affaires. Donc, c'est pas un programme qui est uniquement pour, par exemple, le bureau de Montréal ou un autre bureau, c'est pour tous les bureaux, puis ça fait en sorte qu'il y a vraiment un partage collectif dans l'entreprise qui se fait par l'entremise du programme. Donc, c'est un exemple, par exemple, de quelque chose de très concret qui vise l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui n'existait pas, mais qui accompagne, qui vise à un meilleur accompagnement des juristes, mais propre à l'industrie. C'est tellement une belle initiative. J'imagine que ça vient pallier à justement la transformation qu'on a dans le milieu juridique, la rétention des jeunes juristes. Absolument. On sait que c'est un enjeu quand même. Oui, puis propulser nos avocats qui ont plus de 5 ans de pratique. T'sais, on sait que quand on est dans un cabinet privé, on peut être avocat, puis après ça, on devient associé. C'est pas dans d'autres structures où qu'on peut changer de titre à chaque 1 an. C'est pas le même type d'éléments. Fait qu'il faut leur donner une opportunité d'avoir des outils, des responsabilités, en fait, d'avoir des responsabilités dans leur rôle. Donc, ça, c'est très porteur, puis ça les mobilise. Donc, autant que ça a un effet de rétention, autant que ça a un effet de venir propulser nos avocats qui ont investi dans l'entreprise depuis des années, puis leur dire, tu le fais déjà, donc voici le rôle.
C'est beau. Félicitations. Est-ce que à d'autres niveaux, soit côté plus RH ou tout ce qui est industrie, vous avez des besoins puis des grosses transformations aussi, là? Il y en a des très grosses. Bon, je connais moins la partie gestion de talent, mais au niveau de transformation environnementale, par exemple, je m'y connais un peu plus. Et ce qui est intéressant dans mon industrie, c'est que le fer et l'acier, eh bien, c'est une industrie qui risque de rester pendant un bout. Hein. Ça nous entoure, c'est omniprésent l'acier, mais ça vient aussi avec un gros défi, que c'est en fait une des industries les plus polluantes sur la planète. Donc, c'est pas une tâche assez facile qu'on m'a donnée là, avec mon équipe. On est arrivé puis il a dit, on est là pour un bout, aide-nous en fait à décarboner nos opérations. Et ça nous amène à être créatifs. Par exemple, une des grandes sources d'émissions pour ArcelorMittal au Québec, c'est quand on transforme le fer, donc le concentré de fer, hein, on prend la roche, on en fait une espèce de sable en fait de fer. Mais un des certains produits, c'est qu'il faut les transformer en petites boulettes que les aciéries utilisent. Mais pour faire ces petites boulettes de fer-là, ça prend beaucoup d'énergie fossile. Ça prend du mazout, ça prend du charbon, évidemment, qui est très polluant. Donc nous, on s'est dit, comment on peut remplacer, en fait, ces énergies fossiles-là tout en faisant bénéficier nos communautés. C'est là qu'on est venu, en fait, à trouver un projet qui a été de prendre des résidus d'une scierie, en fait, de la communauté à côté, qui était même fermée, faute de preneurs de ces résidus, et on les a transformés en biocarburants, qu'on a commencé à utiliser dans notre usine de bouletage, de transformation de fer, pour réduire notre consommation, en fait, d'énergie fossile. Et aujourd'hui, l'usine est devenue la première au monde à utiliser sur une base continue un biocarburant comme ça dans sa production de boulettes de fer. Et ça a été, donc on a reparti une usine, en fait, une scierie, en fait, qui fonctionnait plus dans la communauté. On a commencé à décarboner nos opérations. Donc ça, c'est vraiment un projet à fort impact. Et qui a été motivant, parce qu'après ça, on s'est mis à se poser des questions, et moi-même, comment je pourrais avoir un impact de plus? Et c'est là que ça m'a amené à travailler notamment avec la Jeune Chambre de commerce, avec des initiatives comme Génération d'impact, qui nous amènent à développer ses propres projets à impact à l'intérieur d'une entreprise. Et c'est là que ça m'a amené notamment à penser à un autre aspect, en fait, difficile au niveau environnemental de l'industrie minière, qui est notamment la gestion des résidus. Moi, je travaille pour la division de fer. Donc, avant de produire de l'acier, il faut produire du fer qui va dans l'acier. Et ça, évidemment, on a des mines sur la Côte-Nord, ça génère beaucoup de résidus, il faut les gérer. Pour être sûr qu'il n'y a pas d'accident, c'est sûr que ça crée, en fait, ça prend beaucoup d'espace. Donc moi, en fait, à travers mon programme, à travers Génération d'impact et l'accompagnement de la Jeune Chambre de commerce, je me suis mis à travailler avec certains collègues pour faire une approche, en fait, de valorisation de nos résidus. Donc, ça se faisait pas encore. Et là, depuis qu'on a commencé, on a quand même identifié plusieurs partenaires maintenant qui nous accompagnent, autant institutionnels que privés, à trouver des solutions et à prendre ce problème-là qu'on avait de gérer nos résidus, en le transformer en opportunité, donc de valorisation dans différents segments de l'économie. Donc, encore une fois, on transforme un enjeu qui était là en opportunité autant pour les communautés que nos différents partenaires. Donc, c'est ça l'impact, c'est sortir, en fait, de penser au-delà, en fait, des façons de faire traditionnelles. Oui, j'aime, c'est super intéressant l'élément de, tu sais, quand on commence à en parler, ça crée d'autres opportunités. Moi aussi, ça le fait ça dans le projet d'impact que j'ai fait avec les générations d'impact, là, qui vise à soutenir l'avancement professionnel féminin. J'ai vraiment, tu sais, prendre conscience collectivement que dès qu'on commence à parler de certains projets ou certains éléments, ben il y a d'autres entrepreneurs aussi qui veulent se greffer à ça puis qui disent, ah, c'est vraiment cool, j'ai des idées. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Puis là, de se greffer tranquillement à d'autres initiatives qui vont dans cette même lignée-là. Puis ça, c'est honnêtement, là, moi, je suis en plein dedans présentement. Là, c'est justement de faire des présentations, d'en parler à l'interne et tout ça. Puis c'est absolument magique. Je pense qu'il y a vraiment comme un esprit très d'entraînement que fait Le plus t'en parles, le plus t'avais d'alliés. Ben, en fait, le fait qu'en Génération d'impact, d'être dans la cohorte, a vraiment créé aussi, je pense, le fait que ça a initié plusieurs personnes. Tu sais, je pense que le fait d'avoir des initiatives dans des organisations, c'est pas nouveau. Tu sais, on s'entend, là, ça fait des années qu'il y a plein de professionnels qui prennent des initiatives dans des organisations, mais d'avoir un terme, tu sais, de comprendre l'intrapreneuriat, de pouvoir en parler, de bien le cerner, je pense que ça fait en sorte que les gens, ils veulent encore plus en faire. Puis cette compréhension-là, ben après ça, quand tu parles d'un projet, tu parles de génération d'impact, ben
tu réalises que finalement, tu sais, je pense que tout le monde en est un ou une. Puis ça crée cet élément-là de dire, OK, ben qu'est-ce que je peux faire moi aussi? Puis finalement, ben tu réalises que tu peux former des alliés, puis propulser d'autres entrepreneurs dans leur propre projet très rapidement. Puis je pense que c'est la magie un peu de ce que crée Génération d'Impact. Puis je tiens à le mentionner, là, Génération d'Impact, dans lequel on a eu les deux la chance d'être, puis là, il y a une troisième, puis ça continue, mais l'impact du projet doit être social. Donc, dans une entreprise, on peut avoir des impacts à tout niveau, puis le projet peut toucher à plein de... Ça peut aller de dire, je vois un processus que je veux changer, je veux l'améliorer. Ça peut être aussi simple que ça, mais vital d'ailleurs. Mais je pense que ce qui est super intéressant de Génération d'Impact, c'est que le projet doit être à caractère social. Puis c'est donc très brillant, en fait. Ce que je veux dire, c'est que cet élément-là, c'est que ça rassemble plein d'entrepreneurs dans les cohortes qui ont ce souhait-là d'avoir un impact très précisément social. Puis ça crée dans les entreprises encore plus la flamme en ce sens-là. Ce que je peux rebondir, en fait, c'est que c'est tellement vrai ce que tu dis, Gabrielle, puis je me reconnais aussi là-dedans parce que c'est sûr qu'il faut, ça c'est la clé, là, en parler, c'est vrai. Moi, pour arriver à mon projet, en fait, d'impact, il a évolué 3-4 fois avant de me rendre au bon projet. Et c'est justement à cause, au début, je partais avec une idée, mais j'étais tout seul dans mon coin, j'essayais, je testais quelques personnes, puis je voyais que ça marchait pas, mais je disais, OK. Après, mais à chaque fois que j'essayais, puis quelqu'un me disait que ça marchait pas, mais il me disait pourquoi. Puis non, il m'orientait vers c'est quoi, en fait, les besoins de l'entreprise, c'est quoi leur réalité. Je dis, OK. Donc là, tu t'ajustes un peu, tu vas voir une nouvelle personne. Et de fil en aiguille, en fait, je suis tombé, en fait, sur un des représentants au niveau mondial d'ArcelorMittal qui voulait implanter une stratégie de valorisation de résidus. Bon, elle n'est pas encore déployée chez nous, mais elle est en train de se former. Eh bien, qui, lui, cherchait un ancrage local. Il avait besoin de quelqu'un au Canada, au Québec, qui allait l'aider à le faire, parce qu'il n'y avait pas nécessairement tous les contacts ou les expertises. Donc là, on a vu l'expertise. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est parler aux gens pour voir cette fenêtre d'opportunité-là où on peut avoir le plus grand impact aussi. Et c'est ça qui est arrivé. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant le tour, en parlant, comme tu dis, tu finis par te ramasser un peu tout un réseau d'alliés. Je pense, Gabrielle, c'est drôle. Gabrielle, mais un réseau d'alliés et tu découvres tous ces gens-là qui ont aussi cette flamme, comme tu disais, mais tu sais pas trop comment t'y prendre au début, ou ça peut être intimidant dans une grande entreprise de proposer du changement. Ben c'est ça, moi je suis dans la 3e cohorte de Génération d'Impact, puis ce que vous dites, je me retrouve moi aussi à mon tour vraiment dans vos expériences, parce que moi aussi, mon projet est présentement à un stade qui est assez embryonnaire, puis j'en parlais avec une de mes amies au travail, puis je parlais de la Jeune Chambre, puis du programme de Génération d'Impact, puis elle me disait « Ah, c'est intéressant ce que tu fais. Voudrais-tu en parler à telle personne qui est même en dehors de la Jeune Chambre, mais qui est capable de m'outiller? » Moi, en ce moment, j'essaie de voir comment est-ce que les jeunes peuvent être plus politisés, mieux suivre l'actualité, comment est-ce qu'on est capable ensemble d'avoir des discussions sur des sujets qui sont souvent polarisants, là, mais de le faire avec ouverture. Mais tant à l'intérieur de la Jeune Chambre qu'en parlant avec d'autres personnes dans le monde des affaires ou dans le monde communautaire, c'est ce réseau-là, en fait, qu'on se construit qui, pour moi, motive vraiment. Puis je pense que ça m'aide à naviguer à travers le doute, de pas savoir encore comment mon projet va prendre forme. Est-ce que vous avez eu des moments clés avec d'autres membres du programme qui vous ont dit « OK, ben, j'étais à la bonne place ». Gabrielle, t'en parlais un peu tantôt, là, de dire t'es entouré de plein d'intrapreneurs de différentes entreprises, organisations au programme. À quel point ça vous motive puis ça vous enlève des doutes, ça? Ben, en fait, je pense que c'est très porteur dans toute sphère, que ça soit d'avoir des personnes à l'interne et à l'externe qui supportent les projets, qui supportent les idées, parce que c'est essentiel. Tu sais, je pense qu'un entrepreneur, peu importe son idée, peu importe son projet ou le changement qu'il ou elle vise dans ça, a aussi un élément de courage, de changement, d'éléments puis qui sont importants à discuter. Puis je pense que d'avoir l'opportunité d'avoir un réseau très riche, puis aussi d'avoir des mentors. Moi, je pense que c'est super important pour les entrepreneurs qui veulent vraiment pousser leur entrepreneuriat à différents niveaux, d'avoir des mentors internes, mais aussi externes, pour amener certaines perspectives
dans des projets. Puis je pense aussi que des fois, on voit un projet d'impact comme s'il y avait une fin, mais c'est ça. Ouais. C'est parce que on voit vraiment un projet comme si ça faisait un tour de roue, hein, tu sais, mais directement. Puis je pense qu'au contraire, c'est pas une ligne droite ou qu'il y a un début puis une fin. Je pense qu'au contraire, un entrepreneur, s'il prend vraiment son idée, en prenant pour acquis que ça sera pas une ligne droite, je pense que ça va faciliter bien les choses dans la gestion de ses attentes, puis dans cet élément de dire, ben à chaque pas que je fais, c'est comme un bravo qu'on se fait collectivement ensemble parce que c'est déjà mieux, c'est déjà dans la direction qu'on voulait aller. Encore une fois, dans un besoin puis une réalité collective. Ben, en fait, moi, je voulais juste renchérir un peu sur l'importance d'utiliser le réseau, en fait, de génération d'impact qu'on a. Puis ça revient aussi un peu au concept que tu parlais ou plutôt de l'importance de se parler. Moi, je m'en souviens, dans la première cohorte, en fait, dès le début, on s'est dit qu'il fallait développer un projet d'impact. Mais au début, on se parlait, mais on se parlait pas trop de nos projets. Puis je pense que tout le monde était un peu gêné de parler de leur projet. Parce que là, quand on était rendu, en fait, à notre repas des fêtes, on s'est organisé, bon, on voulait être ensemble, on s'organise un petit lunch des fêtes. Puis là, après un certain temps, il y a une personne qui dit, ah, mais vous, c'est quoi votre défi? Puis là, c'est à ce moment-là que la première personne a dit, ben, je l'ai pas encore. Puis là, ça s'est mis à un après l'autre. On s'est mis à dire, ben non, ben moi non plus, je l'ai pas défini, je l'ai pas encore défini. Ça a comme libéré un stress. Puis juste le fait de savoir que les autres étaient dans une situation similaire que nous, ça l'a en fait débloqué en fait toute une nouvelle dynamique où là, on s'est vraiment aidés, on a commencé à plus se parler, puis on a tout fini avec des super projets parce que, donc c'est l'importance d'utiliser le réseau, même quand ça va pas si bien. Et au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser notre réseau. Donc, c'est vraiment génération d'impact. Ça nous a vraiment permis de vivre cette expérience-là qui peut être stressante ou si je peux prendre l'anglicisme, challengeante, mais avec d'autres mondes, en fait, puis pas être tout seul face à ça. À part le réseau là, qui fait vraiment la force de cette génération d'impact-là, est-ce qu'il y a des compétences à travers vos collègues du programme ou que vous avez développé ou que vous aviez de façon unique, vous dites, ouais, ça, c'est une qualité qui est essentielle pour être entrepreneur d'impact? Absolument. Ben, en fait, je pense que une compétence qui est très importante, c'est, il y en a plusieurs, mais il y a beaucoup la pensée créative, la pensée aussi analytique, tu sais, d'avoir l'état des lieux, de bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Ça, c'est super important. L'écoute aussi. Puis aussi, moi, je dirais tout ce qui a trait à l'efficacité. Pourquoi? Parce que quand tu commences à parler des éléments, ben il y a un élément de compréhension qui est important, il y a une compréhension de le faire vivre, parce que les gens ont hâte aussi, hein. Donc, je pense que ça, c'est super, super important, puis de le mettre en valeur, puis de le plus possible. Puis tout ce qui touche évidemment à la gestion de projet, si on parle beaucoup de projet, mais d'avoir les compétences pour amener un projet plus loin, d'avoir de la planification, de voir one step ahead, c'est, je pense, essentiel pour un entrepreneur pour réussir puis d'avancer. C'est vrai. Mais moi, je rajouterais aussi la résilience. Oui. Parce que le projet, parce que je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais ça va jamais se déployer exactement comme on l'avait imaginé au début. Comme je dis, moi, il y a eu au moins 3-4 projets très différents l'un de l'autre que j'avais imaginé et que j'ai testé dans mon entreprise avant de tomber sur le bon. Et c'est normal, il faut pas prendre un refus comme, ben, on n'est pas ouvert au changement, c'est juste peut-être qu'il fallait le mettre d'un autre angle ou il fallait mieux comprendre la réalité de l'entreprise. Puis en fait, ça te fait juste faire en sorte que tu deviens un meilleur entrepreneur, en fait, à chaque un peu soubresaut comme ça. Donc, être résilient. Avoir une attitude de pivot. Avoir une attitude de pivot. Mais c'est de l'adaptabilité, en fait, beaucoup. Je pense que, tu sais, comme on se disait tantôt, la ligne droite, là, elle existe pas. Puis je pense que très rapidement, comme si l'entrepreneur est capable de se dire que ça va être normal, justement, qu'il y aura pas de ligne droite, ben ça va l'aider énormément à tout le temps de rebondir rapidement dans une situation. Puis ça, je pense que c'est essentiel, surtout pour la mobilisation de l'entrepreneur. Parce que c'est
tellement une belle métaphore là, que tu as par rapport à la ligne droite. Les deux, vous l'avez mentionné. Des fois, on peut avoir l'impression que c'est un échec quand ça va pas exactement de la même façon qu'on voudrait que ça aille initialement. Est-ce que c'est une des plus grandes leçons que vous avez acquises au courant du programme ou est-ce que vous en avez eu d'autres, des leçons? Bien, moi, en fait, ta question me fait beaucoup réfléchir à l'élément du terme « échec ». Je pense qu'il faut se rappeler quand on travaille avec un entrepreneur ou dans un projet ou qu'on voit un entrepreneur aussi prendre place, c'est que cette personne-là a décidé de miser sur son organisation. C'est une personne qui est excessivement engagée pour son organisation. Le projet, c'est pas un projet personnel, c'est un projet pour les autres, pour l'organisation, pour faire changer les choses positivement. Puis donc, j'ai un peu de la difficulté donc avec le terme échec, parce que je pense que ça peut pas, c'est pas le bon terme en fait pour moi, parce que faut se rappeler que l'entrepreneur aussi, on parlait de résilience, mais il y a aussi beaucoup de courage. Et je pense que quand on parle d'échec dans un changement, mais ça peut peut-être aussi freiner certains entrepreneurs d'aller de l'avant. Donc, je pense que c'est vraiment, je pense que chaque pas, tu sais, des fois dans un changement, peu importe le projet, juste le fait de faire un pas vers l'avant, c'est gigantesque. Puis des fois, c'est aussi suffisant pour le contexte, pour la situation, pour peu importe. Puis je pense qu'il faut apprendre à aussi venir chercher la gratification dans ces pas-là. Donc, voilà. Oui, 1000 fois. À cause que faut célébrer chaque pas. Et quand on est entrepreneur aussi, j'ai l'impression que des fois, on a des grandes ambitions, on voit des grands changements, mais après ça, on voit juste cette fin-là en soi, mais tout le parcours là, il est super important. Moi, tu parlais un peu c'est quoi nos apprentissages, comment Génération aussi d'impact m'a aidé. C'est que moi, je suis arrivé avec si on reparle de résidus, je suis arrivé, il faut une politique tu sais, de valorisation de résidus, de mur à mur. Puis après, il m'a dit, ouais, mais on n'a même pas de structure, tu n'as même pas d'équipe. C'est peut-être un peu intense. De loin avec nos idées. Là. Exact. Donc, c'est là que je me suis fait accompagner pour rendre quelque chose de plus concret, de plus réaliste. Qu'au début, c'est commence donc à mobiliser du monde en interne qui vont pouvoir travailler là-dessus. Commence donc à identifier les partenaires. Tu vois, donc là, c'était ça mon défi après, c'était de mettre les bases de cette stratégie-là, qui encore est là. Tu sais, là maintenant, on a une base, on a des partenaires sur lesquels on peut commencer à explorer des différentes avenues de valorisation de résidus. Donc là, c'est pas, c'était pas après mon défi, maintenant, on n'a plus de problème de résidus. On n'est pas là, au moment où on a la base, là. Puis je suis très fier de ça aussi. Donc, ça a été, encore une fois, je suis d'accord, de valoriser chaque étape vers une vision finale, là. Merci pour vos partages. Une petite question pour vous avant de passer au segment ludique. Là, on est à la 3e édition du programme de Génération d'impact. Comment est-ce que vous imaginez la 4e? Est-ce qu'il y aurait des choses que vous vous dites, OK, ça, c'était un super bon leg de notre cohorte ou j'aimerais peut-être voir ça plus tard? Le programme peut aussi être parfait, là. Bien, en fait, moi, je pense que je suis très, très optimiste pour la suite de ce que Génération d'impact va amener, puis qu'est-ce que les entrepreneurs aussi. Je pense que les organisations sont dans une très belle posture présentement pour l'entrepreneuriat, pour l'initiative, pour mettre de l'avant ces idées-là, peu importe la place que la personne a dans l'organisation en tant que telle. Donc, moi, je trouve que c'est très optimiste, puis tant mieux si tu sais, je pense qu'il y a tellement c'est très populaire, en fait, la Génération d'impact, là. Je pense que c'est très, très populaire. Donc, je pense qu'on n'est pas juste, on voit pas juste la 4e, la 5e. Mais c'est cet élément-là. Je pense qu'il y a un effet domino, là, qui est en train de se faire. Puis c'est merveilleux. Oui, absolument. Mais pour les prochaines cohorte, bien d'un, ça a beaucoup évolué, hein? Oui, j'ai entendu. De la première cohorte, moi je suis de la première cohorte, je suis un peu jaloux maintenant de vos cohortes. On a la version boostée, là. Vous avez beaucoup de... Oui, il y a des partenariats sans rien enlever à ta première cohorte. Ça a été super formateur. Ça change pas qu'on est un peu jaloux. Mais ce qui serait le fun aussi, c'est... maintenant, il y a de plus en plus d'employeurs qui évoluent avec des entrepreneurs qui veulent valoriser leur entrepreneur, d'avoir leur perspective ou d'avoir carrément des mentors, mais qui sont des employeurs ou des présentations d'employeurs, comment eux gèrent cette relation-là avec des entrepreneurs. Ce serait super intéressant. On a beaucoup d'apports de conférences d'experts aussi qui sont un peu
mais externes, mais des grandes entreprises ou de toutes sortes d'entreprises qui ont participé au programme, que leurs employés ont participé au programme. Ça peut être le fun aussi d'avoir leur apport. Oui, puis je pense aussi, là, on parle beaucoup parce que l'entrepreneuriat, c'est surtout dans une grande entreprise, c'est quelqu'un qui, c'est nous qui avons décidé de dire on veut se lancer là-dedans. Mais à l'inverse, je pense que ça serait tellement intéressant qu'il y a peut-être des entreprises qui veulent développer à l'interne des entrepreneurs, puis que c'est eux qui viennent cogner à la porte pour dire j'aimerais ça en avoir un ou deux, puis que ça vienne de l'entreprise. Imaginez la reconnaissance de la personne qui est sélectionnée de son entreprise pour y aller, ça serait incroyable. Fait que ça serait, je pense, peut-être qu'on va se rendre là, le plus qu'il y a de bouche à oreille de cette cohorte-là, ça se fait déjà pas mal beaucoup. Ou au moins que par entreprise, il y a une personne qui puisse accéder au programme par année. Mais c'est la démarche de l'entreprise et non la démarche de l'entrepreneur. Nous, devoir aller cogner aux portes de nos gestionnaires. Mais je trouve tellement que tu donnais un exemple plus tôt là, dans notre discussion du fait que tu voulais outiller aussi les maîtres de stage à être là pour leurs stagiaires. Mais moi, peut-être quelque chose que j'aimerais voir dans d'autres programmes, ça pourrait être Génération d'Impact ou pas, c'est comment est-ce qu'on accompagne les gestionnaires à aider, à donner une impulsion aux entrepreneurs d'impact puis les outiller. Est-ce qu'on est capable d'avoir une boîte à outils ou est-ce qu'on est capable d'avoir un regroupement pour eux? Ça pourrait être quelque chose dans le futur qu'on pourrait développer aussi parce que c'est sûr qu'on apprécie leur mentorat quand on cogne à leur porte, mais il faut que la porte soit ouverte. Mais oui, c'est ça. Donc, de voir l'autre perspective d'outiller l'autre perspective. En effet, je suis d'accord, c'est super intéressant parce que c'est pas toujours naturel. Dans certaines organisations, ça se fait très bien. Mais on n'a pas toujours la relation avec notre gestionnaire non plus, ça a développé, là. Ben oui. Donc, une génération d'impact inversé, ça serait. Oui, ça serait très intéressant. Génération de support. Exact. Au balado, on a toujours une petite section ludique à la fin de chaque épisode. Donc, est-ce que vous êtes prêts à vous prêter au jeu? Je sais pas, mais on n'a pas le choix. Ça part. Quel est le talent le plus étrange dont vous êtes fier, Christophe? Oh mon Dieu. Le talent. Moi, je suis capable de toucher mon nez avec ma langue. Moi, mon bras, il plie à plus que 180 degrés. Je sais pas si ça se voit. Est-ce que tu es hyperflex? Pardon? Est-ce que tu es hyperflex? Est-ce que tu as une condition ou c'est juste de réaliser un jour que ton ça bras doit allait être loin? ça doit être ça. Là, on le voyait pas, mais apparemment, je prends ça de ma grand-mère. Ah, c'est génétique. 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 Je pense que ce segment-là est pourri, mais... Oui, non, c'est correct. OK. Parlez de mon couple. OK. C'est bon. Gabriel, quel personnage de dessin animé te représente le mieux et pourquoi? Ça peut être un personnage de film ou de série aussi, si tu veux. Le personnage de film qui peut-être me représente un peu, c'est Rosita dans Signe, que j'adore. J'adore Signe, puis 1 et 2. Mais Rosita, en fait, c'est que dès qu'il y a un problème ou qu'il y a un élément, elle est très en mode organisation, solution. C'est la personne qui va gérer tout ce qui se passe sur le terrain pour aider à amener le projet à terme. Donc, c'est pour ça que Rosita me parle. On la salue. Christophe, quelle est ta théorie sur les chaussettes disparues dans la laveuse? Ah, question existentielle que tu poses là. Si tu peux y répondre, ça va aider tout le monde. Oui. Moi, je dirais que c'est peut-être la qualité de mes bas, puis ils se désagrègent, en fait, dans la sécheuse. C'est soit ça ou j'ai une sécheuse trop puissante, parce que sinon, je trouve vraiment pas. Mais toi? Moi, je pense qu'ils sont entre les deux. Ah oui, derrière ton lit, dans un endroit obscur et reculé. Derrière mon lit? Donc, de la sécheuse à mon lit? Non, mais ça marche pas. Tu sais, des fois, en tout cas, moi, personnellement, quand je fais mon lavage, après, j'ai mon panier, je le mets sur mon lit. Ensuite, je plie je me dis peut-être que ça s'est glissé derrière. En tout cas, c'est ma théorie. Toutes les théories sont acceptées et rendues là, parce que c'est un grand mystère. Donc, il y aurait un coin de lit, où il y aurait juste un tas de bas. Peut-être que tu vas rentrer ce soir chez toi, puis tu vas regarder, puis ils vont tous être là. Fait que tu nous en auras des nouvelles. Ah, absolument. Absolument, je vais vous envoyer des photos. Dernière question pour vous. Pour vous deux, cette fois-ci. Si votre vie était une saveur de crème glacée qui existe, ce serait laquelle? Si je veux vraiment me gâter, je vais aller dans une place de gelato, puis je vais prendre moitié café, moitié pistache. Ah ouais, fort. Très important. Solide. Moi, c'est pâte à biscuits. Oh! Ouais, moi j'aime ça. Bon choix. Audacieuse de même. Ouais. OK. Ouais. Bon choix. Voilà. Ça se prend bien. Merci à vous deux d'avoir été à notre micro aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. C'était super. À très bientôt. À bientôt.